Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le dimanche 19 mars 2023 et je continue mes réflexions à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, euh, qui était un juriste en droit international, membre du curatorium de l'Académie du droit international de La Haye, dont il fut le secrétaire général pendant 20 ans. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est un philosophe. C'est un philosophe qui travaille aussi sur l'évolution de l'humanité. Je pense qu'à partir du moment où on réfléchit sur l'évolution de l'humanité, sur l'histoire, sur le sens de l'humanité, voilà, son sens en fait, ben, on peut être rangé du côté des philosophes. C'est mon point de vue. Alors, cet ouvrage, il l'a écrit dans les années 90. En 91, il a été publié. Voilà, en avril 91. Et alors, je vais continuer à lire et à découvrir en même temps que je lis. Et puis je commente éventuellement si je sens qu'il faut le faire. Alors, c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, l'espèce humaine, le phénomène humain, depuis qu'il s'est séparé des autres primates, évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle, le fonctionnement universel, voilà, et dont on a déjà construit les structures pour un fonctionnement universel. Les structures sont déjà là, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, toutes les organisations de toutes les activités, l'Organisation mondiale du travail, etc., sont créées déjà. Et donc, mais par contre, elles ne sont pas efficientes, elles ne sont pas efficaces encore, elles n'ont pas atteint leur niveau d'efficacité pour lesquels elles ont été construites. L'ONU, par exemple, est là pour devenir le père des nations, pour devenir euh, le gestionnaire de tous les conflits, pour empêcher tous les conflits, pour amener justement la paix universelle. Et pour ça, évidemment, il faut qu'il soit plus puissant, qu'on lui donne les moyens d'être plus puissant que n'importe quel État, qu'il soit plus puissant en termes de soldats, d'armement, etc., que les États-Unis, que les Chinois, que les Russes, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des pays, puisque c'est comme ça que ça se pratique, fournissent à l'ONU suffisamment de militaires et suffisamment de soldats et d'armements pour que l'ONU ait plus de soldats que l'ensemble des autres de ceux qui pourraient éventuellement contester sa domination, en somme. Et il faut que ça soit un ONU absolument juste, pas un ONU qui soit pro ceci, pro cela, pro-occidental, etc. Il faut qu'il soit absolument juste. Et envers tous les groupes humains, tous les pays, toutes les nations, toutes les communautés, tous les groupes humains, tous les petits, voilà, tous les peuples, même ceux qui n'ont pas de pays actuellement et qui sont en voie d'aller vers un peuple. Et donc, ce qui veut dire que l'ONU doit être montée au degré de la pleine justice,
d'un système qui est totalement juste. C'est possible, on y arrivera. Il faudra encore peut-être des décennies de travail, mais on va dans ce sens-là. Alors, donc, après avoir vu la paix par l'adieu aux armes, c'est-à-dire les moyens de... La tentative, il faut toujours revenir à l'idée que cet ouvrage a été écrit dans les années 90. Les tentatives de désarmement qui se sont vues à la chute du mur de Berlin et avant, avec la dissuasion, d'abord nucléaire, le fait que les États avaient chacun, les grandes puissances, la bombe atomique, faisait que ça pouvait amener un statu quo et la possibilité du désarmement, ce qui a essayé d'être fait. Là, on va voir la restructuration universelle. Alors, je commence à lire et je découvre en même temps que vous le délabrement de ce qui fut le camp socialiste. Donc, il écrit cet ouvrage en 1991. Le mur de Berlin était tombé et l'URSS avançait vers la loi du marché, vers le libéralisme. Confirme avec éclat les interactions des événements survenus en Europe de l'Est et l'ampleur mondiale de leurs implications. Non seulement leurs conséquences ne se limitent pas à la région où ils se produisent, voilà, c'est pas l'éclatement de l'URSS a eu des répercussions sur la planète totale et dont on mesure aujourd'hui les conséquences. Alors, non seulement les conséquences ne se limitent pas à la région où ils se produisent, mais elles affectent une dimension planétaire qui rétroagit sur leur propre déroulement. Les révolutions tchèques, roumaines et allemandes ont été des spectacles offerts à l'humanité. Et oui, il a fallu que l'Allemagne inclue l'Allemagne de l'Est qui était à l'extérieur d'elle-même, par exemple, etc. C'est bouleversant, mine de rien, ce qui a été vécu entre 1980, on va dire, les années 80 et aujourd'hui. C'est quelque chose au niveau de l'humanité, une évolution incroyable. Aussi spontanées fussent-elles dans leurs entraînements populaires, leur diffusion médiatique était tenue pour indispensable pour ceux qui les déclenchaient. Ils n'étaient plus comme les révolutionnaires du passé, obsédés par le sort de leur seule nation. Ils avaient besoin de l'émotion du monde. Et là, voilà, cet éclatement, mine de rien, a aussi participé à l'émergence d'idées d'humanité dans son ensemble, de villages planétaires, de peuples humains, etc. Même si ces éclatements ont fait régresser quelque chose qui était un lien, une unité plus importante. L'URSS, c'était la réunion de toutes les républiques socialistes, etc. Donc c'était le désir de faire vivre harmonieusement polonais, tchèques, allemands, ukrainiens, russes, azerbaïdjanais, etc., etc. Tout ce que comportait cette URSS qui devait travailler sur la fraternité entre les peuples, et ils ont réussi, il faut le dire. C'était quelque chose qui a été très important finalement. Et on voit ce que ça a déclenché comme guerre, le fait de sortir de ce modèle-là. Ce modèle, c'est ce qu'on peut attribuer de positif au communisme. Le communisme a certes des choses négatives, la perte de la liberté, l'oppression, la surveillance, le goulag, etc.
l'État policier, tout un tas de choses négatives sont là, mais la dictature du prolétariat, mais il y avait des choses positives, et dans ces choses positives, il y avait effectivement la fraternité qui était enseignée à l'intérieur de cette entité, les républiques, l'Union des républiques socialistes. Alors, déjà, depuis l'annonce de la perestroïka, un espoir venait de l'Est solliciter les imaginations occidentales. Il réanimait l'utopie profonde de la réconciliation des nations et de la reconversion de leurs efforts vers des tâches de paix et de développement. Et c'est là où, quand même, il y a... Voilà, l'Occident n'a pas cette vision. Le capitalisme n'a pas cette vision universaliste. Au contraire, c'est une vision extrêmement individualiste, parcellaire, nationaliste, on pourrait dire, ou clanique plutôt. Parce que même si, par exemple, les États-Unis se sont bien fédérés autour de cette idée d'États-Unis, au fond, on voit à quel point ils ont du mépris de classe, quoi. C'est à l'intérieur, c'est les frontières, si elles y sont plus, elles sont entre les noirs, les riches, les pauvres, etc. Il y a ce désir de ségrégation qui n'a rien à voir avec les espérances que voulait apporter l'URSS, l'égalité des chances, etc. Tout un tas de... L'idée d'égalité, je veux dire, etc. Donc, et on voit que quand il y a eu cet éclatement de l'URSS, il suffit de voir le nombre de conflits que ça inclut. Là, on les touche là entre dans le Caucase, les conflits interethniques sont ravivés, chose qui n'existait pas à l'époque de l'URSS. La Yougoslavie a totalement explosé, etc. Voilà, toutes ces... et là, on peut dire que le modèle occidental est quand même... y est pour quelque chose, à mon sens. Alors, nous sommes entrés dans un nouvel univers. À partir de 1986, les États-Unis et l'Union soviétique donnaient à penser qu'ils redoutaient d'autres dangers que la surveillance d'une guerre entre eux. L'explosion technologique et commerciale du Japon, l'ouverture économique de la Chine, l'étalement à partir de l'Iran d'un intégrisme musulman, menaçant pour l'Occident comme pour la Russie à travers les peuples du pourtour de son empire, autant de tourments plus effectifs que ceux dont la dissuasion nucléaire a pour mission de les libérer. Et c'est là où, pour les pays dominants, peu importe la manière, pourvu qu'on ait la domination. Et donc, ils peuvent s'appuyer, stimuler, par exemple, la montée des intégrismes. L'intégrisme n'est pas venu comme ça. C'était parce que ça arrangeait les grandes puissances de pouvoir l'utiliser contre les pays, contre les puissances émergentes. C'était, voilà, stimuler le désir de sécession au niveau ethnique ou au niveau, voilà, par exemple, et stimuler les fondamentalismes quand ça les arrange, les empires n'ont pas de complexe à faire ça.
et donc à faire régresser en somme l'humanité. Ça ne les gêne pas de faire régresser l'humanité. Le fondamentalisme, c'est une régression, évidemment, dans l'évolution de l'humanité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les Américains se sont appuyés là-dessus, ont poussé, ont stimulé ce genre de choses pour leurs propres intérêts. Et on se rend compte que ça les dessert, quoi, au final. Parce que quand on joue les apprentis sorciers, on ne sait jamais sur quoi la finalité des actions qu'on engage. C'est ce qui est magnifique dans l'évolution de l'humanité. C'est que rien n'est écrit. On décide d'une guerre et on ne sait pas comment ça va se terminer. Et c'est ce qui fait que les dominations ne sont pas certaines, qu'il y a toujours un retour de bâton dans les mauvais comportements, en fait, en somme. Donc, menant pour l'Occident comme pour la Russie, à travers des peuples du pourtour de son empire, autant de tourments plus effectifs que ceux dont la dissuasion nucléaire a pour mission de les libérer. Ce transfert relatif des inquiétudes majeures s'imposait d'autant plus que si l'Amérique était surendettée, l'Union soviétique devait s'avouer ruinée. Cette transformation des rapports Est-Ouest ne peut manquer d'affecter le destin de l'humanité. Alors lui, René Jean Dupuy, était en plein moment, il écrit cet ouvrage en plein moment de restructuration et de découverte de cette nouvelle réalité de l'humanité qui est la chute de l'URSS. Et la restructuration. Donc, cette transformation des rapports Est-Ouest ne peut manquer d'affecter le destin de l'humanité. Que les ennemis d'hier puissent envisager de substituer à l'échelonnement des guerres froides une coopération continue comportant une réduction effective des armements réamorce dans l'imaginaire des peuples le mythe de la raison. De la fraternité aussi, avec la gestion des ressources mondiales dans le dessein de réduire l'inégalité des conditions entre le Nord et le Sud. Il y avait ce côté positif, c'est ça, c'est que dans tout grand changement, dans tout grand bouleversement de l'humanité, dans toutes les grandes aventures de l'humanité, il y a l'utopie positiviste et il y a la réalité prédatrice qui cheminent ensemble dans ces grands moments de bouleversement. Voilà. Il y a les prédateurs qui suivent tous les grands mouvements. Derrière la guerre en Irak, les prédateurs étaient là, les voleurs sont venus, ceux qui volaient qui pillaient les musées, ceux qui pillaient l'or, ceux qui pillaient, etc., sont là. Voilà, ça fait partie du système. À vrai dire, la découverte de l'humanité au-delà de la griserie qu'elle suscite est toujours douloureuse dès lors que l'on s'efforce de la construire dans le réel. Il en est de même de la liberté. Son apparition à l'Est fut irrésistible et déjoua les prévisions. Pour autant, on l'a souvent observé, le passage d'un système établi sur la discipline et la répétition à un autre supposant l'initiative et la création ne pourra s'effectuer selon une mutation automatique. Et on l'a bien vu, c'était très compliqué pour les Russes qui avaient eu l'habitude d'être gérés par l'État, d'être soutenus, d'être dans un système ultra confortable finalement, socialement parlant et humainement parlant. Et d'un seul coup, il fallait devenir des loups pour l'homme, devait devenir un loup pour l'homme. C'était le plus fort qui l'emportait. Il n'y avait plus de loi. On est arrivé dans un système, le système libéral occidental, quand il s'est imposé en Russie,
sous Eltsine, ça a été une catastrophe pour les Russes, qui a fait qu'au fond, ils ont fait appel plus tard à Poutine, qui était une sorte de quelqu'un qui devait remettre de l'ordre chez les pilleurs, voilà, changer ce qui était en train de se passer en Russie. Parce que la Russie était vulnérable. Ils n'avaient pas l'habitude de se défendre contre les prédateurs occidentaux. Et en fait, c'est ce qui a donné ce, ce chaos, ces années de chaos en réalité. Et là, eh ben, seule la conscience aurait pu s'éviter ça. C'est-à-dire, bon, voilà, on va se comporter, on va tenir compte de la nature psychique des Russes. Donc, l'Occident serait allé là avec d'autres intentions, en fait. Et en fait, l'Occident est allé vers les Russes comme il est allé vers l'Afrique avec la, la volonté d'utiliser la faiblesse de l'autre à ses fins propres. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui fait que le, le, le ressentiment a été profond chez les Russes et chez Poutine et chez voilà, les dirigeants. Et donc, le ressentiment contre l'Occident est aussi un des facteurs de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Voilà, la confiance qu'il pouvait établir envers l'Occident a été complètement démolie. Et donc, ça a donné cette vision-là. Alors, pour autant, on l'a souvent observé, le passage d'un système établi sur la discipline et la répétition à un autre supposant l'initiative et la création ne pourra s'effectuer selon une mutation automatique. Les hommes devront faire l'apprentissage de la responsabilité, une réflexion sur l'ébranlement de l'Est situé dans le contexte d'une humanité en quête d'elle-même. Mais illustre le retentissement universel d'un événement dont on ne saurait sans arbitraire limiter les implications à l'Europe ou au nord du monde. Et la responsabilité, c'est pas ça que devaient accueillir, à mon sens, les Russes, parce que le principe de responsabilité, ils l'avaient. Donc, en passant dans l'économie de marché, c'était autre chose. C'était le principe animal du prédateur, du compétiteur, de l'agressivité, etc. Tout un tas de choses qui avaient été dévaluées par le communisme. Et à juste titre, c'était dévalué. C'était beaucoup plus en avance socialement dans la grande évolution de l'humanité. Les Russes étaient beaucoup plus, l'URSS était beaucoup plus en avance que l'Occident dans ce grand chemin, au niveau social, au niveau fraternel, au niveau des relations humaines, au niveau, etc., etc. Le retour au capitalisme, enfin la retombée dans le néolibéralisme, a ramené le peuple russe à l'archaïsme de nos origines que connaît l'Occident, c'est-à-dire l'égoïsme, chacun pour soi, ce qu'ils nous ont imposé depuis 40 ans. Le néolibéralisme nous a imposé un retour vers le sauvage, en fait, vers les relations sauvages. Et alors que les 30 Glorieuses avaient stimulé une évolution vers le progrès, vers la perfection dont je parle à l'origine. Nous allons vers la fraternité entre les hommes. Nous allons vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que vivaient les Russes dans la période du RSS au niveau social, au niveau relationnel, au niveau etc., que ce que nous propose le libéralisme.
le libéralisme tel qu'il est proposé, au moins le néolibéralisme, est destiné à être dépassé, à être écarté, parce qu'il est une source d'égoïsme en fait. Le retentissement d'un événement dont on ne saurait sans arbitraire limiter les implications à l'Europe ou au nord du monde. Tout vient de l'écroulement économique de l'Union soviétique. Ce désastre a contraint à la perestroïka. Voilà. Alors, on va continuer d'ailleurs. Tiens, jusqu'où ça va, ça, le désastre, bon, il y a du monde quand même, mais on y va. On va lire un petit peu sur ce désastre. Si la déroute économique de l'Union soviétique s'explique par des facteurs qui lui sont propres, elle fournit aussi la démonstration de l'impossibilité pour une nation de sa taille d'organiser son économie sans prendre en compte celle du reste du monde, sauf à commettre une faute contre l'interdépendance. Eh bien, c'est bien ce qu'a permis de faire justement le néolibéralisme. Avec la mondialisation, ça a forcé l'interdépendance. Et là, on se rend compte d'ailleurs que dans un système interdépendant, on doit être juste. Si on n'est pas juste, ça ne marche pas, quoi. Et d'ailleurs, si l'Occident cherche à sortir de certaines interdépendances, c'est parce qu'elle est plus en accord avec son désir de dominer. L'interdépendance est valable dans un respect absolu mutuel, dans quelque chose qui est favorable à l'ensemble, et non pas un système dominant-dominé. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute.